Et le sujet numéro 3, ça sera une explication de la vidéo que vous avez pu voir sur Internet et le ministre de la Défense qui était devant les députés et qu'un député interrogeait. Le député en question... Je suis heureux que le ministre... Le député en question, c'est M. Seyi Gaspard qui posait une série de questions au ministre de la Défense. Et donc, on va vous expliquer un peu pourquoi il a posé ces questions-là, quelles sont les intentions cachées derrière ces questions-là. On va vous expliquer un peu. Et donc, on écoute ici ensemble et après, on va reprendre pour vous expliquer petit à petit. Je suis heureux que le ministre de la Défense soit là ce soir. Ça fait 2 fois qu'on l'a attendu s'il n'est pas venu. La première fois, c'était quand il y a l'affaire des 49 soldats. On n'a pas eu d'explication sur cette question. Nos collègues, nos frères sont venus en Côte d'Ivoire sans qu'on sache réellement ce qui s'est passé au Mali, pourquoi on l'a arrêté, pourquoi ils ont passé tel temps au Mali. Il est bon qu'on nous dise ce qui s'est passé. Autre chose, notre pays était prêt à aller en guerre contre le Niger. Et pourtant, la 104 de notre constitution dit que c'est le Parlement qui autorise le pays à entrer en guerre contre un pays. Là encore, on n'a pas eu de question, on n'a pas eu de réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment est-ce que la Côte d'Ivoire s'apprêtait-elle à aller en guerre contre le Niger. Dernière question, monsieur le Président. Quand est-ce que le 43 Mbima va quitter la Côte d'Ivoire? Quand est-ce que le 43 Mbima va quitter la Côte d'Ivoire? Notre pays a 66 ans d'indépendance. Chers collègues, je vous ai donné 3 minutes. Je m'excuse. Il y a encore 30 secondes. Non, c'est parce que j'ai compté, c'est fini. Attendez. Je les reprends, j'ai 30 secondes. Vous avez dépassé le temps. Vous avez dépassé le temps. Vous avez répété 2 fois la même phrase alors que je vous ai dit d'être concis. Maintenant, vous avez passé 2 fois. Vous voyez que le truc même, ça revient. Donc, Monsieur le Président, je suis un peu surpris. Voilà, vous avez passé, merci. Monsieur Garou Anthony, vous avez la parole. Sur la question. Les 49 soldats, écoutez, je pense que c'est un problème purement politique. Parce que tout a indiqué que nous étions dans notre droit. Ces militaires ont été envoyés dans un cadre bien précis. Toutes les procédures ont été respectées. Donc je ne sais pas quel était l'objet. Jusqu'à présent, moi, je saurais vous dire quelle est la raison qui a présidé à leur arrestation, à leur emprisonnement. Je ne saurais vous le dire. Les autorités maliennes, peut-être qu'un jour, on fera donc la vérité sur ce dossier, à un autre moment. Comme on dit, la vie c'est la patience aussi. Soyons patients, mais c'est quelque chose que les Ivoiriens retiennent, si je peux m'exprimer ainsi. Merci. L'intervention au Niger... écoutez, la Côte d'Ivoire fait partie d'un ensemble qui est la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, donc la CEDEAO a décidé d'une intervention au Niger, d'une possible intervention au Niger. La Côte d'Ivoire est signataire des traités donc de la CEDEAO et est obligée de s'aligner sur donc les décisions que prendrait la CEDEAO à la matière. Si la Côte d'Ivoire elle-même devait donc aller de son plein gré en guerre contre le Niger, auquel cas le Parlement devrait être consulté. Et dans le cas d'espèce, non, monsieur, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la CEDEAO. Vous avez donc donné à la CEDEAO une partie de la souveraineté que nous exerçons maintenant. La CEDEAO a demandé, si nous sommes respectueux de nos engagements, nous y allons. Voilà ce que je peux répondre sur cette question précise. L'orpaillage, on devait former donc des gens pour lutter contre l'orpaillage, mais c'est fait, c'est depuis, parce qu'on a créé ce qu'on appelle le groupe, le GSLO. Quelle est la signification? C'est le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illicite, c'est bien ça, mais c'est une unité qui est composée de 560 gendarmes à peu près, en termes de rotation, qui exercent dans l'orpaillage. Je dis l'orpaillage, c'est pas une affaire seulement donc
des forces armées, de la gendarmerie, c'est une affaire de tout le monde. J'ai apprécié le député, je ne sais pas si c'est Brénoumi, enfin je préfère ne pas, le président ne cite pas de nom. Il y a un député qui a dit qu'il fallait que l'Assemblée s'approprie aussi l'histoire de l'orpaillage. Il faut que vous voyez comment est-ce que vous pouvez organiser donc, des rondes à travers donc, la Côte d'Ivoire pour expliquer à nos parents qu'on est en train de détruire la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement, nous seuls on ne peut pas y arriver, c'est pas qu'on démissionne, mais c'est ça aussi la réalité. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est ce que j'ai dit ici au début de mon intervention, que tout le monde s'y mette. C'est bien de venir dire, ah, vous devez faire ceci, vous n'avez pas fait cela. Mais qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Est-ce que quand vous allez au village, vous essayez de sensibiliser le chef du village, vous essayez de sensibiliser les jeunes sur le danger de l'orpaillage? Est-ce que vous le faites en allant dans vos villages respectifs? Non. Alors de grâce, il faut que tout le monde s'y mette, s'il vous plaît, sur le député. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui me concernaient, Monsieur le Président. Voici ce que je peux dire pour le moment. S'il y a des... Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez vous-même entendu cette vidéo. Celui qui parle là, c'est un député de l'opposition, il s'appelle Seyi Gaspard. Celui qui a posé les 3 questions au ministre de la Défense. Et avant de poser la question, il fait savoir que par 2 fois, lorsque les 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, eux, ils ont invité le ministre de la Défense, mais qui n'est pas venu s'expliquer. Voyez-vous, Seyi Gaspard, là, aujourd'hui, les gens pensent que c'est aujourd'hui les députés. Mais ce monsieur a servi dans la sécurité de la Côte d'Ivoire dans le régime de Laurent Gbagbo. Donc quand il parle comme ça, ne voyez pas simplement un simple député. Je ne vais pas donner des détails dans le vide comme ça. Mais il sait très bien de quoi il parle. Et c'était quelque chose de bien préparé pour essayer dans un premier temps de jeter à la vindicte populaire le ministre de la Défense. Parce que quelqu'un qui n'est même pas capable de se soucier de son Parlement pour être présent aux invitations, est-ce que c'est quelqu'un qui vaut la peine qu'on pense qu'il peut servir à son poste? Et donc la première intention de M. Seyi Gaspard, c'était de mettre à la vindicte populaire le ministre de la Défense. Or, quand tu mets quelqu'un à la vindicte populaire, tu fais de lui quelqu'un sans compétence. Et ça, moi, je n'ai pas du tout apprécié ça. Mais, ça, c'est relatif. Il pose ses questions. Et regardez la première question qu'il pose. Concernant les 49 soldats, il dit, eux n'ont jamais eu de réponse. Et puis nos frères sont arrivés en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci. Dieu merci. Ce que M. Seyi Gaspard ne sait pas, c'est que lui-même en faisant cela, ce qu'il voulait coller au ministre de la Défense pour le traiter comme quelqu'un qui n'est pas élégant, lui-même vient de nous montrer, Seyi Gaspard, que c'est plutôt lui qui est amnésique ou bien qui fait dans la mauvaise foi pour ne pas savoir qu'en date du 12 juillet 2020, je crois que c'était en 2022, les soldats ivoiriens là, ils ont été arrêtés un dimanche. Après dimanche là, c'est pas parce qu'on a attrapé des soldats qu'on va sortir en même temps comme des villageois pour crier. Dimanche est passé. Lundi 11 est passé. Les autorités ont pris le temps. J'ai fait une émission ici où j'ai expliqué quand le président Alassane Ouattara a appelé Assimi Koufa pour lui expliquer que ceux-là ce ne sont pas des mercenaires, voilà. Et Assimi lui a dit, monsieur le président, vos hommes seront libérés incessamment. Si vous vous souvenez, vous allez retrouver l'émission. Ça doit être le 12 juillet ou bien le 13 juillet, je ne sais plus, mais 2022. Mais mieux, comme lui, Seyi Gaspard veut faire dans la mauvaise foi pour donner une mauvaise image à nos sécurocrates ivoiriens, je lui dis, le 12 juillet 2023, le gouvernement ivoirien a produit un communiqué et ce communiqué-là
tout le monde a entendu. Et voici ce que le gouvernement ivoirien disait. Et il y a même un mot qui va énerver les Maliens. Le mot sans délai. Mardi 12 juillet 2022, la Côte d'Ivoire a demandé au Mali de libérer sans délai ses 49 militaires interpellés injustement. Toi, Tseyi Gaspard, tu n'as pas entendu ça. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre. Contrairement à ce que les Maliens avaient dit, il n'y a aucun militaire. Ils ont dit que c'était un avion bourré d'armes. On dit aucun militaire de ce contingent. Le gouvernement ivoirien prend la responsabilité dans un communiqué officiel de donner la nature des personnes qu'il a envoyées. Ce en quoi ils étaient, ce qu'ils avaient en leur possession, aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession. Ça veut dire le contingent qui a été arrêté là. Il n'y a aucun parmi eux qui avait des armes et des munitions de guerre. Indique un communiqué de la présidence ivoirienne publié à l'issue du Conseil national de sécurité, le CNS, un conseil extraordinaire. La Côte d'Ivoire qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers, ajoute le texte. Selon Abidjan, la présence de ces soldats dans ce cadre d'opération de soutien logistique à la mission des nations, la MINUSMA, est bien connue des autorités maliennes. Et les autorités maliennes savent très bien. Des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako depuis juillet 2019 et la signature d'une convention avec les Nations Unies précise le communiqué. Et donc là, M. Tseyi Gaspard, je vais te prendre les mots-clés de ce communiqué. Libérer sans délai, fait partie. 49 soldats interpellés injustement. Aucun militaire de ce contingent-ci n'était en possession de munitions ou d'armes de guerre. Nous n'allons jamais renier notre parole qui est que dans les instances sous-régionales, internationales et régionales, d'être toujours une force de paix, de stabilité et de l'état de droit. Et un autre mot, les autorités maliennes, à travers l'amunissement, connaissent bien la présence des autorités, de ces Ivoiriens-là. Et ces Ivoiriens étaient à Bamako postés là-bas, dans un cadre SAS depuis juillet 2019. Voilà ce communiqué-là. Et donc, M. Tseyi Gaspard, soit vous ignorez votre rôle de député, ou bien soit vous êtes carrément amnésique. Et ça fait peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est la mauvaise foi, et je sais que c'est cela, parce que derrière tout ça, là, votre intention, c'est de discréditer les autorités sécuritaires et inciter à dire, ah, il n'y a pas de bonne... Parce que toi-même, c'est ce que j'ai dit. Je connais ton rôle dans le dispositif Gbagbo. Tu as été un sécuritaire de haut niveau. Je n'ai pas trop envie de parler de ça. Mais tu veux discréditer les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, si possible, inciter à une révolte populaire. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que contrairement à toi qui veux te donner une posture que tu n'as pas là, M. Téné-Braima Ouattara, depuis qu'il est là, il est en harmonie avec les forces de défense et de sécurité et il assure la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, contrairement à Laurent Gbagbo et à ces sécurocrates que vous aviez été. Ça, c'est la première chose que je tenais à vous dire, M. Tseyi Gaspard. Et donc là, soit tu es carrément même dans la mauvaise foi la plus absolue, parce que ce communiqué qui a été sanctionné après une rencontre extraordinaire du Comité national de sécurité, ça y est dans le journal officiel. Si toi, un député de la République, tu attendais qu'on prenne un tambour avec un tam-tam pour venir t'informer toi seul là, c'est une perte de temps. Donc ça veut dire que tu ne maîtrises pas réellement. Et ça me fait peur que toi, tu as été un sécurocrate du régime Laurent Gbagbo. Je comprends pourquoi des simples rebelles, des cultivateurs de coton vous ont mis en déroute. Et donc, en pensant que tu allais pouvoir humilier les autorités ivoiriennes, tu viens de montrer toi-même ton incompétence notoire à la face du monde sans le savoir. Et c'est pourquoi la haine ne peut que vous amener à la dérive. Deuxième question. Parce que les réponses qu'il a dit là, et donc il va pour dire non, c'est comme si on lui a donné les réponses. On passe sur ça. Il a posé aussi une question sur l'orpaillage clandestin. Mais l'orpaillage clandestin là, c'est combien de personnes, l'unité de lutte là contre le grand banditisme et l'orpaillage clandestin là, c'est combien de personnes en réalité?
560 personnes. Il y a combien d'Ivoiriens? On nous parle de 29 voire 30 millions d'Ivoiriens aujourd'hui. Prenez votre calculatrice, divisez 30 millions, divisez ça par 560 personnes. Ça veut dire même si ces 560 personnes-là sont des superman, sont des extraterrestres là, toi-même là, quand tu vas regarder le nombre là, tu vas comprendre que ça là même vraiment, nous on doit s'impliquer aussi. Et le ministre a bien répondu. Il lui a dit, vrai là, l'orpaillage clandestin là, il faudrait que chacun de nous, on dise à nos chefs du village, parce que tout le monde sait comment ça se passe. C'est une complicité entre nos autorités locales, nos autorités préfectorales ou sous-préfectorales. C'est une complicité des populations, même avec les orpailleurs. Mais si les populations même sont complices, comment est-ce que vous pouvez arrêter? Même si on a 10 fois le nombre de personnes qu'on a dans cette unité-là, eux ne peuvent pas être partout à la fois. Ils ne peuvent pas être partout à la fois parce que leur nombre même n'est pas suffisant. Et de deux, tant qu'il n'y aura pas une collaboration des Ivoiriens eux-mêmes là, toi, ton village, les gens sont en train de détruire les terres. Vous n'arrivez pas à manger. On a mis cyanure dans les trucs, mercure dans les sols. On prend pour enlever l'or. Ça tue vos enfants. Si vous-même, vous ne prenez pas conscience là, c'est le gouvernement qui doit prendre chicotte derrière vous. Les petites sommes que vous prenez avec les orpailleurs là, vous mettez en danger la population. Vos propres parents. Est-ce que ça là, un homme normal là, c'est le gouvernement qui doit venir dire ne mets pas ta vie en danger, ne mets pas la vie de tes concitoyens en danger? Et le ministre a bien répondu en disant, il faut que la population elle-même s'implique. Et ça, c'est la réponse la plus absolue. Si quelqu'un doit te dire que toi-même tu dois protéger ta vie là, et que toi-même tu te bats pour dire non, il faut venir protéger ma vie, c'est que toi-même là, ta vie là, ça ne t'intéresse pas. Et ça, on ne peut rien faire pour toi. Après cela, il a parlé de la question du Niger. Vous avez bien entendu la vidéo. En parlant, il a donné l'impression que la Côte d'Ivoire voulait rentrer en guerre contre le Niger. Encore de la mauvaise foi. Encore du travestissement des faits. Mais c'est là que j'ai compris que ce député-là, il était en mission. Eux se sont bien apprêtés. Mais ils ont oublié que les faits là, ce n'est ni moi éclaireur, ni lui, ni le ministre de la Défense qui crée les faits. Les faits existent et les gens voient les faits et chacun peut les interpréter comme tels. Quand ils font de la réduction pour dire la Côte d'Ivoire veut aller attaquer le Niger, c'est pour d'abord salir l'image des autorités ivoiriennes, pour les présenter comme des gens belliqueux, un gouvernement qui aime palabre. Le Niger qui n'a pas de frontière avec la Côte d'Ivoire, on a cherché palabre au Mali, on a cherché palabre au Burkina, on va maintenant chercher palabre au Niger. En français simple, voilà ce qu'il veut présenter aux Ivoiriens. Parce que c'est eux-mêmes qui ont coupé cette partie pour faire sortir. Là, quand c'est comme ça, les Ivoiriens ne vont pas bien comprendre. On m'a dit, il a frappé, il a dit la vérité. Non. C'est pourquoi je suis ressorti là. Je vais bien expliquer aux Ivoiriens. Si ce que je dis est faux là, les gens vont dire c'est faux. Si ce que je dis est vrai là, ça va ouvrir les esprits des gens. Et c'est pourquoi je suis en train de montrer l'intention cachée de ce que vous voulez faire. Donc, en présentant la situation comme telle, les autorités ivoiriennes sont mauvaises. Après avoir attaqué le Burkina, le Mali, la Guinée, aujourd'hui même là, c'est même les pays avec lesquels on ne fait pas frontière, vous voulez aller vous attaquer là-bas. Mais chers messieurs C.I. Gaspard, c'est honteux de la part de quelqu'un qui a été un sécurocrate de s'exprimer de la façon suivante parce que c'est complètement loin, et je le dis, c'est complètement loin de la réalité. Le problème du Niger, là, si c'était que au moment où les décisions ont été prises, là, nous on était tous morts, vous aurez pu parler de cette façon. Mais nous sommes tous des contemporains, et nous sommes tous là. Ce qui s'est passé là, le coup d'état de Tiani, là, on était vivants, on est encore vivants. On sait comment ça s'est passé, on sait quand ça s'est passé, et on est là aujourd'hui, en cette date du 11 novembre 2011. Personne n'a obligé le Niger à faire un coup d'état. Personne n'a obligé le Niger à faire un coup d'état. Quand tu fais un coup d'état là,
quelle est la première sanction de l'organisation sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO? Ça a toujours été une tradition. Quand tu fais un coup d'État, la CEDEAO te sanctionne. Et en fonction de la gravité ou de la non-coopération des autorités, la CEDEAO peut aller même jusqu'à une guerre. Mais quand la CEDEAO va à une guerre là, ça se passe dans quel contexte? C'est après avoir épuisé toutes les armes de la négociation et de la diplomatie. Donc sortir pour dire non, pourquoi vous voulez aller en guerre avec le Niger et puis vous n'avez pas informé le Parlement. Voilà comment il a parlé. Et c'est dans cette parole-là qu'il y a le piège. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire voulait aller en guerre, mais Alassane Ouattara est un dictateur, un autocrate. Et donc, il n'a même pas pris le temps de respecter les populations ivoiriennes. Il va aller déclencher une guerre directement avec le Niger, sans même respecter les institutions de son pays. C'est-à-dire que le Parlement devrait être informé. Mais le ministre a bien répondu. Le ministre lui a fait comprendre que comme tu ne connais pas ton travail, je vais t'enseigner. Tu vois, quand tu es dans un cadre international, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, par exemple, est dans l'ONU, on est dans la CEDEAO. Quand il y a des questions régionales là, la décision que la CEDEAO va prendre là, chaque pays de la CEDEAO abandonne une partie de sa souveraineté pour accepter la décision. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça veut dire quand tu rentres dans les organisations internationales, comme la CEDEAO, comme l'ONU, comme l'UA. Par exemple, en 2010, quand Gbagbo a perdu les élections, vous avez vu quand les Afingessans avec la CIG sont venus, lui ont dit là, Gbagbo dit qu'il n'est pas d'accord. Ça veut dire, il va invoquer quoi? Il va dire la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Mais c'est là qu'on va lui dire non. Mais la Côte d'Ivoire est un pays souverain qui s'est inscrit librement dans un contexte de droit international. Et donc là, le droit international vous oblige à abandonner certains de vos privilèges. Et le ministre lui a bien répondu pour lui dire, le monde là, ça fonctionne avec des règles. Et donc là, quand tu as de la dignité, de la respectabilité là, c'est que toi-même tu as signé librement là, tu dois respecter. Et donc, comme tu ne veux pas dire aux gens la vérité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui veut rentrer en guerre avec le Niger. La Côte d'Ivoire, je mets ce Gaspard-là au défi de nous envoyer un seul, je le dis bien, un seul discours d'un officiel. Je sais qu'il va aller prendre le discours du président, mais je vous attends. Où les autorités ivoiriennes, nous entrons en guerre contre le Niger. Si M. Sey Gaspard arrive à nous donner, même si c'est un officiel, même si c'est un cyberactiviste RHDP, moi j'arrête de parler sur la toile. La vérité là ne peut pas être deux. Prends-moi le discours d'un officiel ivoirien, le régime de Alassane Ouattara là. Prends-moi quelqu'un dedans qui est dans la gestion courante des affaires de l'État, qui a dit la Côte d'Ivoire s'engage à entrer en guerre directement avec l'État du Niger. Et là, si tu trouves cette déclaration-là, moi-même, je vais t'aider pour expliquer aux gens qu'à partir de cette déclaration, Alassane Ouattara est donc en obligation d'appeler le Parlement pour leur dire, comme je veux faire une guerre avec le Niger, donc maintenant, j'ai besoin de votre caution. Ce qu'il faut bien comprendre, chers parents, si par exemple, la Côte d'Ivoire veut rentrer en guerre avec un pays, et que ce n'est pas dans le cadre international, en ce moment-là, ça sera un conflit entre deux pays. Là, maintenant, que ce soit les sécurocrates ou bien le président, peuvent prendre attache avec le Parlement ivoirien pour leur dire, voilà la situation qui se présente à nous, et on sera obligé de rentrer en guerre contre XY pays. Mais on n'est même pas dans ce contexte. Pourquoi tu veux pourquoi tu veux que les autorités ivoiriennes viennent vous consulter? Pour quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est encore de la mauvaise foi. Mais mieux, c'est qu'il faut que tous les Ivoiriens sachent, et je l'ai déjà expliqué, ça, lorsqu'on rentre maintenant dans un contexte international, la CEDEAO, c'est 15 pays, c'est aussi international. L'UA est international, l'ONU est international. Lorsqu'on rentre dans le contexte international, la décision finale qui va être prise là, s'impose à tous les États membres. Et donc là, en ce moment,
la Côte d'Ivoire n'a pas du tout besoin de consulter son Parlement. Ça aussi, il faut qu'on le dise clairement à ce monsieur Seyi Gaspard pour qu'il comprenne bien la différence. Si la Côte d'Ivoire décide seule d'aller faire guerre avec un pays là, la Côte d'Ivoire est obligée donc de consulter son Parlement. Mais dans un cadre international, sous-régional, la décision qui sera prise là s'impose de facto à tous les États. Si il a bien compris ça, je vais lui dire maintenant que si vous avez très bien remarqué, je vais vous prendre 3 exemples pour aller rapidement. Si vous avez très bien remarqué, chaque fois que l'ECOMOG a eu à intervenir militairement dans un pays d'Afrique, que ce soit la Sierra Leone, que ce soit au Libéria, que ce soit même en Guinée-Bissau, ça a été toujours des présidents du Nigeria. Et donc des présidents anglophones. Mais chaque fois que vous avez vu la CEDEAO négocier diplomatiquement avec élégance, c'est en général des pays francophones. Je prends l'exemple du président Ouattara en 2012 contre Amadou Aya Sanogo. Mais en 1998, est-ce que l'ECOMOG n'a pas attaqué la Sierra Leone? Est-ce qu'en 1990, l'ECOMOG n'a pas attaqué le Libéria? Maintenant, demandez-vous bien, pourquoi un tel état de fait? Un tel état de fait parce que l'anglophone et le francophone ne réagissent pas de la même manière. Nous, les francophones, là, et puis les anglophones, là, on est tous africains, on est tous sur le continent africain, on a tous la peau noire, mais dans nos cerveaux, là, on ne fonctionne pas de la même manière. Même si vous remarquez, nous-mêmes qui sommes francophones, mais du simple fait qu'on est venu, on a fait 2 jours aux États-Unis, mais dans les pays anglophones, là, vous voyez, quand on va au pays, là, on est chaud, 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 chaud. On veut que tout n'a qu'à se faire vite et puis on va passer. On n'a pas le temps à perdre. Ça, c'est pour vous montrer des différences. Et donc, simplement pour revenir vous dire que l'anglophone et puis le francophone, là, ils n'ont pas la même perception des faits. Aujourd'hui, où là, le francophone est en train de discuter Marcoussi 1, 2, 3, Accra 24, là, eux ils disent, hey, où est la solution? Ils sont plus pragmatiques que nous. C'est à cela que je vais venir pour aller plus vite. C'est-à-dire, eux, quand il y a un problème là, on fait comment pour quitter dans ça et puis on va avancer. Voilà comment les anglophones réfléchissent. Alors que nous, les Français, ou même les francophones, on cherche toujours à arrondir les bords, à faire du polissage, et puis dire à celui qui n'a pas raison, tu n'as pas raison, mais en même temps aussi, bon, tu n'as pas trop tort. Les anglophones ne sont pas comme ça. Et donc, dans la CEDEAO, là, on a 2 courants de pensée. On a les courants pragmatiques, et là, quand il y a un coup d'État, là, ils disent, bon, on fait comment? On lime, boum, et puis on passe. Et il y a un autre courant, eux, ils sont plutôt dans la solution du compromis et dans la solution de la douceur. Et pour faciliter cela, on a les anglophones qui sont des pragmatiques et on a les francophones ou même les lusophones qui sont dans la politique de l'à peu près. C'est pourquoi, en août 1990, pour bien rappeler à Seyi Gaspard qu'il n'y a aucun pays francophone ou aucun leader francophone dans la CEDEAO qui a pris la décision de faire une guerre à un pays. Je vais lui prendre 2 exemples, mais je pouvais prendre plein d'exemples partout où la CEDEAO a attaqué pour lui prouver. En août 1990, celui qui était le président de la CEDEAO, il s'appelle Ibrahim Babangida. Quand il a s'agi d'aller au Libéria, Ibrahim Babangida a soulevé l'ECOMOG et dans la force de l'ECOMOG, là, je vais te citer, écoutez très bien, il y avait le Nigeria, il y avait le Ghana, il y avait la Sierra Leone, il y avait le Sénégal, il y avait la Gambie, il y avait le Mali. Ils sont allés, comme on le dit, ils ont bien limé les forces rebelles du NPFL, qui était le Front National Patriotique pour la Libération du Libéria. Ibrahim Babangida, là, lui, il était président du Nigeria entre 1985 et 1993. Mais mieux, en 1998, l'ECOMOG va encore aller balayer
les forces rebelles qui avaient fait un coup d'État à Ahmad Tidiane Kaba. C'était en 1998. Qui était le président de la CEDEAO? C'était, je ne sais plus là, je peux me tromper. Si ce n'était pas Sani Abacha, c'était Abou Salami Aboubakar. Mais là, vous pouvez regarder pour vous en rendre compte. C'était l'un des deux. Et donc, ils sont allés, ils ont balayé et ils ont mis brutalement fin au règne des rebelles pour imposer à nouveau Ahmad Tidiane Kaba qui avait été enlevé au pouvoir par les forces rebelles. Et donc là, quand le président du Nigeria actuel vient réagir dans la même posture que les autres anglophones, il ne déroge pas à la règle. Mais dans un autre contexte, partons en 2012. Amadou Aya Sanogo fait un coup d'État au Mali. Qui était le président de la CEDEAO en ce moment? Le président de la CEDEAO en ce moment s'appelait le président Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que le président Ouattara fait? On a bel et bien organisé des sommets au Ghana. Mais à la fin, puisque le président de la CEDEAO, là, c'est lui, parmi les chefs d'État, puisqu'il a le président, sa décision compte là. Le président Ouattara a dit, laissez-moi l'affaire là. Je peux régler ça avec les sanctions économiques, sans utiliser des sanctions militaires. Est-ce que Amadou Aya Sanogo n'a pas quitté le pouvoir? Même si tu lui demandes aujourd'hui de venir prendre le pouvoir, il va te dire non, il y a un garçon qu'on appelle Alassane Ouattara, il ne prend pas Kalash, mais quand il va limer dans tes côtes là, toi-même tu n'auras plus envie de pouvoir. Donc c'était pour vous montrer que si Alassane Ouattara n'a pas fait une guerre au Mali en 2012, Mali qui est frontalier de la Côte d'Ivoire, c'est pas en 2023, il va aller faire la guerre pour le même contexte de coup d'État à un pays qui n'est ni frontalier de la Côte d'Ivoire, ni utile à faire une guerre là-bas. Et donc, votre idée de dire que la Côte d'Ivoire voulait faire une guerre au Niger, c'est carrément de la méchanceté gratuite, de la mauvaise foi, et même, je dirais même, ça frise même l'inconscience, et il serait mieux que vous arrêtez. Et monsieur Seyi Gaspard, pour aller plus loin, j'ai parlé, mais je vais te dire que même les commandants militaires des opérations des Ecomog là, tu ne trouves pas un seul francophone dedans. Tu ne trouves pas un seul francophone dedans. Les Comog là, quand tu prends là, au Libéria, où ils sont allés en action là, tellement les idées même sont partagées, tu ne trouves pas un francophone dedans. Les généraux français là, les généraux des pays, tu ne les trouves pas dedans. Et je peux te citer qu'au Libéria là, le général Arnold Kiono, lui il était du Ghana. Il a dirigé les Comores de juillet 90 à septembre 90. Le général Joshua Dongonyaro, il était du Nigeria. Lui, il a dirigé de septembre 90 à février 91. Le général Rufus Kapolati, lui, il était du Nigeria. Lui, il a dirigé de février 91 à septembre 91. Le général Ishaya Kabut, lui, il est du Nigeria. Il a dirigé de septembre 91 à octobre 92. Le général Tinju Olurin, lui, il a dirigé, c'est un Nigérien, du Nigeria. Il a dirigé d'octobre 92 à octobre 93. John Shayaga, du Nigeria, lui, il a dirigé les commandes de 1993, octobre 93 à décembre 93. John Mark Inger, lui encore, il est du Nigeria. Lui, il a dirigé de décembre 93 à octobre 96. Victor Malou, Nigeria, août 96, janvier 1998. Timothy Shelpidi, Nigeria. Ce sont des généraux. C'est eux qui étaient les chefs en commande de l'Ocomog. Et lui, il a dirigé de janvier 98 à mars 99. Et Félix Mujapo-Eruyou, du Nigeria encore. Ça, c'était au Libéria. Lui, il a dirigé à partir de 99. Ça a été à partir d'avril 99. Mais encore, en Sierra Leone, c'était la même chose. On a le général Gabriel Kempers. Lui, il a dirigé en 2000. Après lui, il y a eu Abou Ahmadou. Et après, il y a eu le général Maxwell Kobi. Et après, il y a eu Félix
Mukouja Perou. Et il y a eu Abdoulwan Mohamed Wan en 98. Vous avez entendu le nom d'un francophone dedans? Et donc la malhonnêteté là, nous on va vous corriger devant le monde. Et c'est pourquoi je comprends pourquoi vous avez perdu votre pouvoir. Des gens qui ne peuvent même pas accepter le poids du réel. Et c'est lamentable. Mais il y a une dernière question à laquelle le ministre n'a pas eu le temps de répondre. Pourquoi l'armée française est toujours en Côte d'Ivoire? Effectivement, très bonne question. Il faut que je détaille pourquoi l'armée française est en Côte d'Ivoire. L'armée française en Côte d'Ivoire, pas en 2023, depuis 1960. Quand en 90, ton Laurent Gbagbo, ton chef là, c'est Gaspard, ton Laurent Gbagbo là, au moment où toi-même tu étais l'un de ces sécurocrates là, ça c'était en 2000. Le 4 novembre 2004 là, quand l'armée française a tiré sur vos militants, endoctrinés, les gores là, il n'y avait pas une période qui était plus propice de demander simplement et purement à l'armée française de quitter la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous, les sécurocrates de Laurent Gbagbo, pourquoi Laurent Gbagbo n'a-t-il pas demandé à l'armée française de quitter? Si tu nous donnes la réponse, parce qu'ils avaient tué vos militants. Et donc là, vous aviez tous les arguments pour les enlever. Et donc, quand tu vas nous expliquer pourquoi vous, qui avez eu toutes les raisons de chasser l'armée française, vous ne les avez pas chassés. Mais vous nous dites, nous, le RHDP en 2023, de faire votre travail à votre place. Ça veut dire que vous-même, là, vous êtes des inefficients, des incapables, des inconstants, qui voulaient toujours que les autres fassent tout ce qui vous arrange à votre place. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a un cadre de coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays. De la même manière, les coopérations militaires sont multiformes. La Côte d'Ivoire a des coopérations militaires avec les États-Unis. Même s'ils ne sont pas présents en grand nombre, ils font des exercices militaires ensemble. Toutes les semaines, on en parle ici. Tout dernièrement, l'armée française à San Pedro et l'armée viennent de finir des entraînements. Ce sont des armées qui ont un niveau de technologie beaucoup plus élevé que les nôtres. Et donc là, vous pensez que ce que vous avez été incapable de faire par simplement votre incapacité, votre lâcheté, Alassane Ouattara n'est pas obligé de le faire à votre place, M. Seyi Gaspard, vous et votre régime du FPI. Vous aviez toutes les raisons. Vous avez dirigé avant Alassane Ouattara ce que vous n'avez pas pu faire en 2000 là. Allez d'abord expliquer à vos militants pourquoi vous ne l'avez pas fait. Là, quand c'est comme ça, les mêmes raisons que vous allez nous donner là, on va vous dire c'est pour ces mêmes raisons là aussi que nous aussi, on ne les a pas enlevées. Voilà. Ça, c'était une première réponse. Une deuxième réponse, chers Ivoiriens, que l'armée française quitte, que l'armée française... Tous ceux qui ont chassé l'armée française aujourd'hui là, faisons le bilan devant nous tous. Là, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Mali a chassé l'armée française. Demandez aux Maliens comment ils vivent aujourd'hui. Le Niger a chassé l'armée française. Demandez-leur comment ils vivent aujourd'hui. Le Burkina a demandé à l'armée française de quitter. Demandez-leur comment ils vivent aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, ils ont égorgé 100 civils. Aujourd'hui, l'armée burkinabé se cache à Ouaga et ils prennent les civils. On dit, vous allez combattre. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire devienne comme ça, qu'on égorge vos enfants et vos femmes, et qu'on soit un État défaillant, alors là, faisons comme les autres. Disons à l'armée française de quitter. Est-ce que c'est l'armée française qui protège la Côte d'Ivoire? Non. L'armée française est un partenaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'armée française qui mate les coups d'État que vous faites tous les jours là. Les coups d'État que vous faites tous les jours là. Ne faites pas, on dit certaines choses. Hein. Même lundi passé là. Ce que vous avez voulu faire là. Ce n'est pas l'armée française qui a maté ça. Le lundi passé là. On est dans quel jour aujourd'hui?
Aujourd'hui, là, on est dimanche. Je suis en train de parler du lundi 6 novembre 2023, là. Ne faites pas, on va parler. Ce que vous voulez faire à l'état-major, là, ce n'est pas l'armée française qui a maté ça. Donc, calmez-vous. Ceux qui sont à la gestion de l'État, là, ce sont des gens qui inspirent confiance. Et c'est ça qui vous fait mal. Mais pourquoi vous demandez que l'armée française quitte? Votre intention cachée, si l'armée française quitte, ça va vous permettre de faire des coups d'État et pour pouvoir... Hey, si l'armée française quitte là, c'est là même que votre enfer va commencer. C'est là même que vous-même là, votre enfer va commencer. Et c'est là que vous-même vous allez regretter. Parce que les hommes, l'armée moyenne que vous avez en face de vous aujourd'hui là, la seule force rapide qui peut s'interposer, de la même manière que Laurent Gbagbo a demandé à l'armée française de s'interposer entre lui et puis les rebelles là. Si l'armée française n'est pas là, alors en ce moment vous êtes au pouvoir. Hein. C'est Gaspard, c'est vous qui êtes la sécurité de Laurent Gbagbo. L'armée française là, vous lui avez demandé de vous protéger en faisant une ligne barrière. Imaginez maintenant que l'armée française ne soit plus là, entre vous et nous. Non seulement vous n'êtes plus au pouvoir, alors que par le passé vous étiez au pouvoir, mais mieux, aujourd'hui, notre armée est beaucoup plus républicaine. Et donc, voyez-vous la différence? Parler est facile, mais si l'armée française quitte aujourd'hui, là, les premiers à subir les conséquences, ça sera vous, les adeptes de coups d'État. Et je tenais à ajouter ça dessus. L'autorité en Côte d'Ivoire est très responsable. Les autorités françaises, en tout cas militaires, savent ce qu'elles veulent. Nous là, on va multiplier nos partenaires économiques, politiques et militaires pour ne pas être un pouvoir distrait comme celui du FPI. Nous ne serons pas un pouvoir infréquentable parce que vous avez fait. Mais pourquoi vous n'avez pas? Pourquoi? Parce que vous avez parlé. Mais pourquoi en 2000? En 2002, vous n'avez pas dit à l'armée française quitter entre nous et puis les rebelles? Dans les années 2000, qui félicitait l'armée française? C'était votre Laurent Gbagbo, les vidéos sont là. Donc, chers Ivoiriens, tous ces propos-là, quand ils ont fini, tu as vu, ils ont découpé la partie là pour mettre. Ah, le ministre n'a même pas... Hey, bon, on a expliqué maintenant aux Ivoiriens. On a expliqué maintenant tout aux Ivoiriens. Mais c'est que vous n'avez pas le courage de dire là. Priez Dieu. Le jour que l'armée française ne sera plus là, la première personne qui va crier, si je savais là, c'est vous. Hier, j'ai écouté celui qu'on appelle Cyril Gaspard, qu'on connaît un cacique du FPI à l'époque, poser des questions idiotes. Quand je dis des questions idiotes, ce sont vraiment des questions idiotes. Mais comment un député de la nation peut venir dire des choses comme ça? Mais vous voyez combien de fois le complot était grand. Mais le complot n'a pas été, comment on appelle, n'a pas, comment on appelle, produit des fruits, des bénéfices pour eux. Ils sont obligés de sortir leur vraie identité maintenant. Sinon, tout ce que nous avons raconté ici, et ça faisait partie de leur plan. Faire partie le 43e Bima et dire tout. Mais la déclaration qu'il a fait, éclairer, l'a répété. Ne voyez pas ça comme une déclaration d'un seul député de la nation. Mais en quoi est-ce que le 43e Bima dérange en Côte d'Ivoire? Le 43e Bima dérange pourquoi? Mais si vous voyez, le ministre n'a pas répondu à cette question, parce que le ministre là, il a trouvé que celui-là, ce n'est pas la peine, et que lui-là, c'est un idiot qui ne mérite pas sa place à l'hémicycle. C'est un vrai idiot. Et même si comment on appelle, le ministre Télé Brema Ouattara avait répondu à cette question, moi j'allais douter du ministre. Pourquoi je dis j'allais douter du ministre? Parce qu'on ne peut pas répondre à un idiot qui pose une question idiote et qui est une honte pour la nation. Et toi, tu ne mérites même pas que la population te confie le poste de député. Et comme je dis bien, comme il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent, ils t'ont confié ce rôle de député là, mais qui ne va pas profiter de ça et puis venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas.
Et vos prisonniers qui sont là-bas, les débats bleus là, ils vont périr en prison. Ils vont périr en prison. Et cette question-là, vous qui ne comprenez pas là, les gens vont dire, mais pourquoi le MIN n'a pas... Le MIN ne peut pas répondre à ça. Le MIN sait pourquoi il est allé là-bas. Il est allé là-bas pour des questions de sécurité. Mais si 43e Pima est là, mais est-ce que 43e Pima a une fois freiné un Ivoirien qui va dans son activité? Non. 43e Pima n'a jamais fait ça. Et après ça, il pose l'autre question. La Côte d'Ivoire a voulu faire la guerre comme le Niger. Alors que dans les textes, dans nos lois, il faut consulter le Parlement avant d'aller faire, comment on appelle, mener une opération d'une telle envergure. Vous voyez encore, c'est-à-dire que ceux-là, éclaireurs, on a du pain sur la planche, hein, parce qu'on va expliquer aux gens jusqu'à ce que les gens comprennent la psychologie de ces opposants-là et ce que les opposants-là veulent pour la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent même pas la paix dans ce pays-là, parce qu'ils ont échoué sur toute comment on appelle, la ligne, depuis qu'ils sont arrivés. Depuis même qu'ils étaient à l'opposition, on savait très bien, et s'ils arrivaient, la Côte d'Ivoire allait connaître des difficultés. Et bien, ça n'a pas loupé. Donc, tu ne peux pas poser cette question-là, d'autant plus que la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO, qui a un regroupement de plus de 14 pays. Mais s'il y a une loi internationale, sous-régionale, qui demande ça, la Côte d'Ivoire ne peut pas se soustraire. Et donc, il dit, il faut consulter le Parlement. Mais ce n'est pas dans tout on consulte le Parlement. Et le ministre a bien expliqué ça. Et donc, si la décision est prise au niveau des comment on appelle, des chefs d'État de la CEDEAO, eh bien, cette décision-là s'applique automatiquement à tous les pays et tous les pays doivent se conformer à ce qui a été dit. Mais vous êtes en train de faire comme si c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser le Niger. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu l'intention, le président Alassane Ouattara n'a jamais eu l'intention de mener une guerre contre un pays. Il n'a jamais eu l'intention. Parce que si on n'explique pas aux gens, ils ont déjà mis dans la tête des gens que c'est le président Alassane Ouattara qui veut faire la guerre au Niger. N'eût été cette situation, vous allez une fois vu le président Alassane Ouattara en train de dire qu'il faut aller déstabiliser tout le pays. Et même, on a été accusé par le Mali ici. Aujourd'hui là, est-ce qu'il n'y a pas une délégation qui veut venir dans ces temps-là pour venir demander l'électricité? Mais le président Alassane Ouattara aurait pu dire, oui, c'est le moment qui est là, il faut couper l'électricité pour que le peuple malien meure, pour qu'Assimi quitte le pouvoir. Mais il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Et donc, l'opposition là, c'est leur incapacité et ils sont en train d'étaler, comment on appelle, la honte ici, au pays ici. Et moi, j'ai très mal. Voilà pourquoi on dit que si nos pays connaissent des difficultés, sur tous les plans, c'est ceux qui se disent intellectuels là, c'est ceux qui se disent les défenseurs du peuple là, c'est eux qui nous mettent dans cette situation là. Sinon, tout le monde devait être déçu de ces députés là, Cyril Gaspard. Et je pense que les gorges lucides même doivent savoir que celui-là, il n'est pas fait pour aider les gens. Vous avez vu, la politique de la violence qu'ils ont instaurée au PPACI là, est-ce que ça a payé? Ils ont fait des remaniements, non? Ils ont fait des réaménagements dans leur parti parce qu'ils ont vu que la politique qu'ils ont employée pour arriver au pouvoir là, cette politique-là, les Ivoiriens ne maillent plus de ce pays. Ils sont obligés d'adapter, comment on appelle, leur politique là, leur fonctionnement à la situation du moment. Voilà pourquoi on vous dit la politique là, bien que la politique soit la gestion de la cité, en même temps aussi, cette même, ce même thème là s'applique du fait qu'on dit que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Ils ont compris? Donc, Cyril Gaspard, il faut rester le prisonnier de tes sentiments. Les Ivoiriens là, ils voient clair. Aucun ne va déstabiliser ce pays. Quand vous voyez ce qui se passe là, l'environnement là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où tu vas venir t'asseoir, c'est pas un seul dans la on n'est plus dans ça. Hein. Ça, c'est fini ça. Et le ministre était à Adjaké. Le ministre était à Adjaké, c'est qu'ils se sont dit, vous ne savez pas. La Côte d'Ivoire là, c'est un pays respectable. Et quiconque, je dis bien quiconque, va s'amuser à parler d'une déstabilisation, il en aura pour son compte. Il en aura pour son compte. Et nous sommes fiers de nos autorités et nous sommes très fiers d'eux.
Et nous disons au peuple du Mali, au peuple du Burkina, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Éclairé, je m'arrête là. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et nous allons être déterminés aux côtés de nos autorités et sans faille. Et nous ne cacherons pas notre soutien. Et c'est ça le plus important. Et l'histoire retiendra que nous avons fait le bon choix.